Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Goldman Sachs? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Avant de commencer, j'aimerais mentionner ceci et je ne cesserai jamais de le dire. Si vous avez investi dans une compagnie bancaire, une compagnie d'assurance ou en général une compagnie financière, sans lire les rapports financiers, vous êtes en train de faire une erreur monumentale. Parce que ce genre de compagnie-là, ce n'est pas en vous fiant aux actifs, aux éléments financiers ou bien ici que vous aurez une idée générale de ce que fait la compagnie ou bien vous aurez une idée générale du risque. C'est surtout le risque qui est important. D'accord? Donc, si vous avez présentement une compagnie en portefeuille, compagnie bancaire, une compagnie d'assurance ou une compagnie d'automobile, parce que ce sont des compagnies bancaires, allez lire les rapports financiers. Prêtez attention aux actifs non performants, dont les prêts non performants. À qui est-ce qu'on a prêté cet argent-là? Dans quel secteur on prête massivement de l'argent? Je parle pour les banques, d'accord? Parce que si vous ne le faites pas, quand le secteur se retourne, vous allez vous en mordre les doigts. Et si vous y avez investi sans lire les rapports financiers et que vous savez que vous êtes en train de spéculer, j'espère que ça représente uniquement une toute petite partie de votre portefeuille. Moi, personnellement, j'évite les compagnies bancaires parce que je dors mal la nuit en possédant une compagnie bancaire. Je ne veux pas savoir si vous avez un gros dividende ou pas. Mon problème, c'est le risque d'investissement. On a trop souvent vu les compagnies grecques qui avaient des gros dividendes se retrouver à terre. D'accord? Faites attention. Faites très attention. Parce que ce que je vais vous montrer ici, ce n'est pas après cette vidéo que vous allez dire « Ah, Goldman Sachs représente une opportunité d'investissement ». Non. C'est pour susciter l'intérêt. C'est pour vous dire une chose. Goldman Sachs a toujours été bien géré ou pourrait être bien géré. C'est tout. Donc ici, premièrement, les free cash flow ne servent à rien pour les compagnies bancaires, les EBITDA, rien du tout. Ici, c'est le bénéfice net par action qui est important et le return on investment capital qui est important, ainsi que le book value. OK? Parce qu'une entreprise comme celle-ci, on essaie de déterminer si elle a des bénéfices nets stables et croissants dans le temps. Est-ce que c'est le cas? Donc, quand je vais ici pour déjà mettre mes bénéfices nets ici, donc je mets les revenus, on va mettre Goldman Sachs juste pour voir si les revenus sont stables, sont croissants dans le temps. Donc, parce qu'ici, c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. Donc, ici, en prenant en considération ce graphique, si ça va nous donner une mauvaise information parce que ça prend en considération les bénéfices, ça prend en considération ici les revenus par action, les bénéfices par action, les free cash flow par action. Donc, ici, ce n'est pas une idée. Donc, quand on vient ici, au niveau de fund draft ici, donc je vais aller en millions de dollars pour que ce soit plus facile. On va essayer de regarder déjà premièrement le revenu, d'accord? Donc nous avons une entreprise ici en termes de revenus qui nous rapporte combien? Qui nous rapporte essentiellement, ça c'est la ligne en couleur, c'est du bleu, c'est du turquoise, je ne sais même pas c'est quoi cette couleur-là. Mais en tout cas, en clair ici, celle qui n'est pas rouge, c'est à peu près aux alentours de 110 milliards de dollars, 111 milliards de dollars. Ça, c'est en 2021. OK? Donc, quand on revient ici en termes de net income, parce que c'est le net income qui rentre dans nos poches. D'accord? Quand on regarde ici en termes de net income, j'enlève ici le balance sheet. Donc, en termes de net income ici, on a à peu près des bénéfices nets par action de l'ordre en moyenne de 10 milliards de dollars. On va se dire 7 milliards 500. On a eu 21 milliards ici parce que c'est une période exceptionnelle. Il faudrait aller lire pourquoi est-ce que ces bénéfices nets sont de 21 milliards. D'accord? Est-ce qu'elle a bénéficié du Covid? Est-ce qu'elle a bénéficié de la folie des SPAC? Voilà les questions que vous devez vous poser. OK? Donc, on a 21 milliards ici. Est-ce que c'est durable? C'est ce qui nous intéresse. Moi, je vais dire ici que ce n'est pas durable. En moyenne, on a 7 milliards à 8 milliards ici de bénéfices nets par action. Alors, pour les banques, la valorisation est facile, je dirais bien. C'est trop facile. Parce qu'en fait, la décision d'investir ne dépend pas de la valorisation de l'entreprise, ça dépend de la qualité, d'accord? En grande partie, de la qualité des prêts, du type de la banque en elle-même. Donc, comment est-ce que je fais pour valoriser une entreprise? Je fais simple, je vais dans le per share, je vais ici rechercher le equity par action. Donc,
le book value par action. Ce n'est pas le tangible book value parce que ici, ça ne me donne pas les actifs tangibles par action. Ça me donne juste les bénéfices nets par action. D'accord? Donc, pas les bénéfices, ça me donne en tout cas la valeur de l'équité par action. Donc, le book value par action. La valeur comptable par action. Ici, la valeur comptable par action est de 311 $ l'action. Donc, je vais le mettre ici par rapport au quarterly. Donc, c'est ici à peu près 327 $ par action. Acheter une compagnie bancaire à sa valeur au livre uniquement et privilégier les compagnies qui ont la possibilité de faire augmenter le book value par action année après année. C'est ça qui est important. Donc, une entreprise qui a un book value par action qui augmente année après année est une meilleure entreprise dans les compagnies bancaires, est de meilleure qualité qu'une compagnie bancaire qui a des book value en zigzag. OK? Donc, Goldman Sachs, en 2001, ils avaient un book value ici de 33 milliards et en 2021, ils ont un book value à peu près de 311 milliards. Donc, 10 fois plus que ce qu'on avait il y a à peu près 20 ans. On pourrait se dire que ça pourrait continuer à augmenter dans le temps. Mais également, il faut regarder le return on equity. Et quand vous regardez le return on equity ici, pour les banques, tout ce qui est supérieur à 10% est de qualité. D'accord? Et c'est en combinaison avec le book value. Book value croissant et return on equity stable à au moins 10%. Vous avez là la qualité. Si vous avez un book value qui est décroissant ou bien qui est de mauvaise qualité ou bien qui a des zigzags, le return on equity ne va vous servir à rien du tout. Donc, les deux sont indissociables. Donc, ici, vous allez vous dire que voici une entreprise qui est à peu près aux alentours de 10 à 15 fois les bénéfices. Au moins 15, qui a un return on equity de 15%. D'accord? C'est tout simplement exceptionnel dans ce domaine-ci. Ça veut dire qu'elle est peut-être bien gérée. D'accord? Mais maintenant, vous ne pouvez pas prendre une décision d'investissement en regardant uniquement les états financiers. Il faut lire les rapports financiers. D'accord? Nous avons une entreprise ici en date d'aujourd'hui qui paye un dividende aux alentours de 3%. Si je devais acheter cette entreprise en me basant uniquement sur les états financiers, je n'achèterais pas cette entreprise. C'est vrai que le marché paye. Voilà, j'achèterais cette entreprise aux alentours. 15 fois les bénéfices, c'est correct, mais c'est la marge supérieure. D'accord? Donc, on va se dire ici que nous serons aux alentours de 652 $ l'action. Mais est-ce que c'est raisonnable? D'accord? C'est le point d'interrogation. Moi, personnellement, pour les banques, d'accord? Pour les banques, je paye généralement un ratio de 10 fois les bénéfices. Je ne veux rien savoir. Soit je paye un book value inférieur à ce qu'on a présentement ou équivalent à ce qu'on a présentement, ou je paie un bénéfice par action de 10 $, de 10 fois les bénéfices. Ici, par rapport à ce que pensent les analystes, les analystes ont tendance à avoir raison sur cette compagnie-ci. Plus ou moins, la marge d'erreur est de 20% ici. Donc, quand on essaie d'estimer la valeur de cette compagnie-ci, tout en prenant en considération la croissance future, moi, je vais me mettre ici aux alentours environ de 10 fois les bénéfices. D'accord? Parce que je pense qu'une banque, ça s'achète à ce niveau-là. D'accord? Donc, on va juste attendre ici. Je vais juste faire actualisation, parce que je ne paye pas une banque à 15 fois les bénéfices, jamais de la vie. 10 fois les bénéfices, ça me va. Pourquoi? Parce que je prends en considération que le risque est toujours incertain et je ne pourrais pas savoir si les gens à qui elle a prêté cet argent-là sont solvables. Donc, ça, c'est avant de lire les rapports financiers. Donc, ici, en investissant sur Goldman Sachs, en date d'aujourd'hui, par rapport à ce que ça pourrait rapporter, on est à 352 $ l'action. En 2020, par rapport aux bénéfices nets par action en 2023, on sera à 391 $ par action. Ici, je n'enlève pas la dette. Je n'en ai pas besoin parce que non seulement je l'achète au book value, mais également je l'achète en considérant 10 fois les bénéfices. Quand j'achète une entreprise à 10 fois les bénéfices, je préfère ne pas considérer la dette parce que 10 fois les bénéfices, c'est déjà un rendement supérieur à 10%. Donc, ça, c'est une entreprise qui, selon moi, en date d'aujourd'hui, pourrait représenter une opportunité d'investissement. Elle n'est pas sous-évaluée de manière exceptionnelle, mais si on continue à avoir un book value croissant de 15% en moyenne année après année, on a un deal, d'accord? Parce que le book value ici, quand le return on equity est de 15% ici, le book value a tendance à augmenter au même niveau que le return on equity. Mais attention, quand vous payez, le return on equity dépend du dividende, du bénéfice net. Le bénéfice net ici, quand on enlève le dividende, quand on enlève le remboursement de la dette, parce que les banques également ont de la dette,
il nous reste ce qui va rentrer dans le book value. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, ici, nous avons une entreprise qui a un yield du dividende de 3%. Si l'entreprise revenait à payer la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 14%. D'accord? Donc, si moi, je l'achète à 10 fois les bénéfices, ça veut dire que vous aurez un rendement à peu près par rapport à l'estimé des analystes ici de 10% en moyenne à $352 à l'action. De 10% de rendement. Donc, 10% c'est déjà assez consistant. Mais maintenant, ça dépend. Est-ce que ces 10% sont qualitatifs? C'est ce qui nous intéresse. Et c'est à vous de faire ce travail-là. Parce que si vous investissez sur les compagnies ici sans lire les rapports financiers, vous êtes en train de spéculer. Et je ne cesserai de le dire, il est tout à fait normal que vous soyez inconfortable quand le prix de l'action diminue. Il faut faire la différence entre ce qu'on pense de l'entreprise et ce qu'on sait de l'entreprise. C'est deux choses différentes. Quand on investit, on veut savoir le maximum de choses. On ne veut pas penser le maximum de choses. On veut savoir. C'est ça qui nous intéresse. Donc, Goldman Sachs est une opportunité d'investissement. Mais ça dépend de votre lecture des rapports financiers. D'accord? Donc ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Le dividende, il est safe. Le yield on cost par rapport à notre dividende aujourd'hui est de 10%. D'accord? Donc, en prenant en considération notre dividende, tout en sachant que le free cash flow, le bénéfice net actuel n'est pas durable. Les analystes pensent qu'on sera aux alentours à peu près de $656 en 2024 en prenant en considération 15 fois les bénéfices. Mais moi, ici, je dis toujours, prenez toujours 10 fois les bénéfices. En prenant 10 fois les bénéfices, on est aux alentours de 350 en passant. Donc, ici, on a une opportunité d'investissement. Mais sachez que ça ne vient pas avec, ça ne sera pas de tout repos. D'accord? Faites vos propres analyses. Lisez les rapports financiers. Regardez les actifs non performants, donc les prêts non performants. C'est ça qui est important ici aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.